Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table, nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que les Décrits Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les présenter, notre manière à nous de les exprimer. Le Décrit Info est tout simplement un magazine d'opinion dans lequel nous venons pour exprimer nos pensées, nos visions. Ici, je suis en plein dedans dans les opinions. Donc, Pero Loire Amtamoni Makamnaye, Pero Loire Amta Sentir Makamnaye, Pero Loire Amtamoni Nena Romona Makambo a décidé à tout partager en haut. Et Tomeko Solo là sur comment ça se passe, comment je vois les choses. Ici, je suis vraiment dans la peau d'un homme qui vient donner son opinion. Pourquoi je l'ai dit et je le répète? Parce qu'en matière d'opinion, je ne peux nullement, alors nullement, exiger une certaine unanimité autour de ce que j'ai dit. Non. Ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nullement, nullement, pas du tout. Je viens, j'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après cette émission, on peut poursuivre les débats ailleurs. Vous pouvez m'appeler, on peut poursuivre les débats dans le couloir. Ça fera toujours plaisir qu'on discute un peu, qu'on cogite autour de la République, autour de ce que le pays doit faire, autour de ce qu'est le pays. Et nous, ça nous fait énormément plaisir, ça nous fait énormément de bien. Je suis donc heureux de vous retrouver pour ce numéro. Je tiens à vous dire grand merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder au travail que nous faisons ici. Vos nombreux appels, vos critiques, vos remarques nous permettent d'améliorer la situation, nous permettent d'avancer parce que nous existons essentiellement parce que vous êtes là et nous faisons ce travail pour vous et avec vous. Vous êtes aujourd'hui, 70 000 pratiquement à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait énormément plaisir de savoir qu'on a plus de presque 70 000 abonnés et continuez à vous abonner. Appelez vos membres de famille, appelez vos proches à pouvoir s'abonner. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est aimé. Voilà. Les amis, vous avez vu mon thème. En quelques minutes aujourd'hui, je voudrais quand même donner mon point de vue sur les budgets de l'État exercice 2022. Parce que vous le savez, le Premier ministre Samalou Kondé avait déposé le projet de budget et l'Assemblée nationale a donc décidé de l'aligner. Le budget a été jugé, je crois, recevable. Après les réponses que le Premier ministre a apportées au niveau de la Chambre basse du Parlement, le budget doit probablement être envoyé au niveau de la commission la commission ECOFIN, voilà, ECOFIN, qui doit peaufiner et il reviendra pour faire le rapport au niveau de la plénière qui doit l'adopter article par article, moyennant quelques amendements que les députés nationaux doivent apporter. Je donnerai quelques éléments et je donnerai mon point de vue par rapport à ces budgets-là. Après, on poursuivra les débats en dehors de ce cadre. Mais vous connaissez le principe. Laissez-moi tout simplement dire encore un mot sur l'Est de la République démocratique du Congo parce que c'est un engagement formel que j'ai pris avec vous et avec nous tous. J'ai dit, les amis, on est Congolais. Nous n'avons pas demandé au bon Dieu de naître Congolais. Beaucoup peut-être parmi nous, si nous étions demandés de choisir le pays, les gens choisiraient peut-être la France, la Belgique, les États-Unis, le Congo-Brazza, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Gabon, chacun selon son choix. Mais Dieu nous a imposé, sans nous avoir consulté, ce pays. On ne peut pas commencer à amener un Dieu devant les tribunaux pour lui dire pourquoi je suis Congolais. Nous, notre devoir, c'est de pouvoir aimer ce pays. Notre devoir, c'est de pouvoir travailler pour ce pays. C'est de faire que ce pays soit une sorte d'Eldorado parce que nous avons les potentiels. Nous ne pouvons pas, tout en étant Congolais, rester calmes et silencieux quand on voit
la déliquescence dans laquelle se trouve notre pays, quand on voit la situation catastrophique dans laquelle nous vivons. Nous avons tout pour vivre dans un paradis, et pourtant nous vivons comme en enfer. Et pourtant nous vivons comme en enfer. Ça ne peut pas s'expliquer. Et ça fait plus de 2 décennies maintenant que l'Est de notre pays connaît des situations atroces. J'ai vu des gens nous condamner ici, non? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Non, je l'ai dit pour alerter l'opinion nationale d'abord et internationale. Pour dire au monde entier qu'il y a des situations inacceptables dans mon pays. Ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans que nous avons ici la MONUSCO. À un moment donné, la MONUSCO était le contingent le plus important de toutes les opérations des médecins de la paix dans le monde. Ils étaient à presque 20 000. Mais comment on peut expliquer que les Nations Unies puissent envoyer des gens ici et que nous soyons toujours obligés de compter des morts par jour, que nous soyons toujours obligés d'apprendre qu'on a assassiné, qu'on a massacré, qu'on a violé à gauche et à droite? C'est vraiment inacceptable cette situation-là. C'est inacceptable. Et moi je me dis, tant que faire c'est peu, nous pouvons prêcher pour notre pays, nous pouvons nous organiser pour notre pays. Et dans le cadre de ce travail, je viens ici comme un éditorialiste pour alerter le monde entier. Si une personne, si 2 personnes, si 3 personnes peuvent entendre ma voix, moi je serai heureux et je dirai, travail accompli, j'aurai accompli mon travail des lanceurs d'alerte. Deuxième élément, je l'ai fait aussi pour exprimer la compassion de Claude Péroul-Louara et de CPL Télévision par rapport à nos compatriotes de l'Est. J'ai tellement envie que ceux qui souffrent, ceux qui sont dans ces conditions-là, comprennent que la République est avec eux, que leur frère est avec eux. Et la meilleure façon de les faire, c'est de leur dire ça en public. Nous sommes avec vous, les amis. Restez forts. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de nous tous. Vous avez des frères, vous avez des amis qui vous aiment. Vous avez des compatriotes qui prient chaque jour pour que la paix revienne chez vous, là-bas où vous êtes. Et parmi ces compatriotes-là, moi je suis. Aussi une manière d'interpeller nos autorités en leur expliquant que finalement, on est autorité pour assurer un mieux-être de sa population, travailler, que l'État, que le gouvernement puisse travailler pour ramener définitivement la paix. Il n'y a pas longtemps ici, cette semaine, il y a eu encore des massacres dans la province de l'Ituri. On parle de 19 morts. Des rebelles, je ne sais pas moi, sont entrés dans un village, ils ont tué les gens. Il y a eu plus de 19 morts. Je ne parle pas des 9 000, je parle des 19 morts. Ça, c'est inacceptable. C'est vrai qu'il y a état de siège, c'est vrai que nous soutenons l'état de siège, mais nous voulons que l'état de siège que nous soutenons puisse produire des fruits. Nous voulons effectivement que l'État assure la logistique, que l'État puisse pourvoir aux effectifs de notre armée et de notre police nationale pour que ceux-là remplissent valablement leur travail et qu'ils nous apportent la paix et la sécurité dans cette partie-là de la République démocratique du Congo. J'ai toujours mes 2 hypothèses que je pose sur la table et j'ai dit, si vous voulez vraiment avoir la paix et la sécurité dans l'Est de la République, premier élément, nous devons avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée professionnelle. Nous sommes un grand pays, nous avons tous les métaux précieux du monde, que le monde recherche ici chez nous. Nous ne pouvons donc pas empêcher aux gens d'avoir des convoitises et de convoiter pour nous. La meilleure façon pour nous d'éviter la convoitise du monde, ce n'est pas de se plaindre, c'est de ne pas de trouver des boucs émissaires en disant c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Non, c'est de s'organiser nous-mêmes à l'intérieur de notre pays. Si nous avons une armée capable de nous protéger, le convoitise des gens ne viendront pas nous insécuriser ici. Et deuxième élément, ce que nous devons être capables de traquer, nous devons être capables d'identifier les mâles. Qui sont les vrais tireurs de ficelle de cette situation? Il faut les identifier, les traquer et les punir. En faisant ça, nous allons créer un effet psychologique où les gens comprendront qu'on ne fait pas mal aux Congolais impunément. Vous touchez un Congolais, son pays vous traque et son pays vous fait, son pays vous fait payer votre forfait. Donc voilà. Voilà les 2-3 choses que j'avais à vous dire sur l'Est de la République avant de venir à mon sujet. Les amis, laissez-moi en venir à mon sujet du jour. Le sujet, c'est le budget de l'État. Le gouvernement de la République a déposé un budget estimé à peu près 10 milliards de dollars américains. C'est 20 000 milliards, donc
Quand on fait la réduction, c'est 9,8 milliards, à peu près 10 milliards de dollars américains qui a été déposé là-bas. On a déposé les budgets. Premier élément, laissez-moi féliciter ce gouvernement de M. Samalou Kondé. Je vous ai dit ici, les détracteurs du travail que nous faisons disent, non, vous vous acharnez sur les gens. Non, on ne s'acharne pas sur les gens. Nous ne nous acharnons pas sur les autorités. Nous disons quand il y a quelque chose de bien, nous saluons. Quand il y a quelque chose de mal, nous condamnons. Malheureusement, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent en parlant des biens. En parlant des biens. Et là, on dit ils ont mérité que Tobé Tamaboko. Ceux qui t'ont moni en Tobé Tamaboko. Là, je voudrais vraiment saluer M. Samalou Kondé. Premier élément, M. Lukonde a déposé les budgets à temps. Pendant les 18 ans du règne de Kabila, une seule fois, le budget a été déposé à l'heure. Vous le savez qu'à l'Assemblée nationale, la session de septembre est une session essentiellement budgétaire. Mais pour que les députés puissent siéger, puissent tabler sur la question du budget, ils ont besoin que le gouvernement qui recouvre les budgets dépose ces projets de budget. Mais on était dans ce pays où on avait des gouvernements, je ne sais pas s'ils étaient paresseux ou quoi que ce soit, qui déposaient les budgets toujours en retard. Nous avons eu des années où les budgets de l'État, l'année avait commencé sans budget. Mais ici, monsieur s'est organisé avec son gouvernement pour que les budgets soient déposés à l'heure. Ceux qui basali likamomabé, je viens, je condamne. Ceux qui basali likamomalamu, je viens et je dis bravo donc au gouvernement des Warriors avec monsieur Samalou Kondé. Le budget a été déposé à l'heure. Ça, il faut saluer. Ça, il faut vraiment saluer. Deuxième élément, c'est un budget qui est en croissement. On a vu que le budget de 2021 était estimé à plus ou moins 7, quelques milliards de dollars américains. Là, quand on compare le projet de budget déposé par le gouvernement pour 2022, on les compare avec les budgets 2021, nous assistons à un accroissement de 41,8%. Ici, on peut tout dire contre Jules Alenguete, mais ils nous disent que le travail des patrouilles financières lancé par l'IGF fait aujourd'hui que nos régies financières sont capables de mobiliser énormément d'argent, sont capables de faire des plafonds, de dépasser leurs assignations. Et le gouvernement compte donc sur cette atmosphère-là, sur ces climats-là, pour recouvrer les budgets. C'est comme ça qu'on est allé à un budget de près de 10 milliards de dollars américains. Ça aussi, il faut les féliciter. Dans un contexte de Covid, où les économies du monde entier sont pratiquement en train de tousser, vous avez des gens qui osent, des courageux, qui vous proposent un budget en croissance, avec un accroissement de 41,8%. Ici aussi, il faut saluer. Ne donnons pas l'impression qu'on s'acharne sur eux. Quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut le reconnaître. Ici, il faut saluer le Premier ministre. Il faut saluer son gouvernement. Dans un contexte de pandémie mondiale, ils ont eu le courage, le culot, si je peux le dire comme ça, de nous proposer un budget qui est en accroissement. Un budget qui connaît un accroissement de 41,8%. Bravo à eux. Il faut leur donner la chance. Il faut prier qu'ils recouvrent ces budgets-là à 100%. Ma plus grande joie quand je suis l'affaire du budget, ce sont les assurances que le Premier ministre donne sur les élections. On me dit qu'il y a plusieurs centaines de millions de dollars américains mis de côté dans ces budgets pour assurer déjà les opérations préélectorales. N'oublions pas, les amis, que nous devons aller aux élections générales en 2023. Et le plus grand problème par rapport aux élections, c'est aussi les financements. C'est vrai que les politiques nous ont rassurés ici que nous aurons des élections en 2023. Mais c'était un peu flou en termes d'argent. On ne savait pas combien on avait déjà. Mais là, quand vous lisez les lignes du budget, vous vous rendez compte que le Premier ministre lui-même a d'ailleurs assuré la représentation nationale que sur les élections, il y aura suffisamment de moyens qui seront mis de côté pour nous assurer les élections. Là aussi, j'ai dit bravo à M. Samalou Kondé et à son gouvernement. Il y a quelques aspects positifs.
notamment l'accroissement de ces budgets, notamment le fait que nous ayons des assurances sur les budgets. Nous ayons des assurances sur le fait qu'il y aura élection, que le budget de l'État réserve aussi une bonne part aux opérations électorales ou préélectorales. Parce que les élections est un gage de stabilité démocratique dans un pays. Nous ne devons pas attendre que nous arrivions en 2023 et qu'on vienne nous expliquer que pour de telles ou telles autres raisons, notamment des raisons financières, nous avons besoin d'un glissement, nous pouvons aller jusqu'à... Non! Quand ils font des bonnes choses, il faut saluer. Monsieur le Condé s'est montré sérieux en déposant le budget à temps, justement, en déposant le budget à l'heure, et ce budget-là est en pleine étude à l'heure où nous parlons à l'Assemblée nationale, et ce budget connaît quelques accroissements, et le budget nous rassure aussi quant à la volonté de nos autorités de pouvoir organiser les élections dans les délais. Parce qu'un problème est d'organiser les élections, un autre est de respecter le calendrier électoral et de respecter nos textes de loi. Parce que vous le savez, Kabila devait nous donner des élections en 2016. Il a organisé malheureusement les élections en 2018. Donc bravo. Mais j'ai aussi quelques inquiétudes quand je regarde ces budgets-là. La première inquiétude, c'est notamment la répartition de l'enveloppe budgétaire. J'ai vu que 38% du budget sera réservé au fonctionnement des institutions. Non. Une chose est de nous produire ici, de nous dire la volonté politique sur la réduction des trains de vie des institutions. Une autre est de poser des actions allant dans le sens des discours. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ici nous sommes dans le domaine de la proclamation. Le budget qu'on a déposé à l'Assemblée nationale réserve plus de 38% au fonctionnement des institutions. Et c'est là que Jean-Marc Kabound est intervenu. Kabound a dit ceci, qu'il faut qu'on travaille pour réduire les budgets, pour réduire les trains de vie des institutions. Il proposait qu'on réduise, qu'on divise par 2 les émoluments des députés, l'argent des salaires des ministres, les frais de fonctionnement, pour prendre cet argent et affecter ça ailleurs, notamment à l'armée et aux autres secteurs sociaux. J'ai vu qu'il y a eu un tollé, tout ça. Pour une fois, je suis d'accord avec M. Jean-Marc Kabound sur la forme de ce qu'il dit. Aujourd'hui, les amis, nos amis de l'UDPS, je l'ai dit et je le répète, ne doivent pas oublier que lorsque les Congolais ont jeté leur dévolu sur eux, c'était par soif du changement. Les gens voulaient avoir un changement. On voulait avoir une nette démarcation entre un régime que les Congolais avaient vomi au nid et les espoirs qu'a porté l'UDPS, 37 ans de lutte dans l'opposition. Dans les actions de gouvernance que l'UDPS doit poser, l'UDPS doit faire attention à avoir toujours en ligne de mire le fait qu'elle est là au pouvoir par le souci d'un changement. Et le changement passe entre autres par les actions. Parmi ces actions, il y a la question de la réduction du train de vie des institutions. Tout le monde en parle. Le président de la République en parle. Le Premier ministre en parle. Les députés. Mais ça commence à devenir une sorte de, comment il faut dire, d'hypocrisie. Parce que la ligne, le fossé entre les déclarations et les actions n'arrive pas à être comblé. Et voir Jean-Marc Kabound prendre son courage devant l'hémicycle du palais du peuple, devant la tribune, pour appeler ses pairs à aller vers la réduction du train de vie des institutions, j'ai dit bravo, monsieur Kabound. Sur la forme, je suis totalement d'accord une fois avec vous. Parce que vous savez que les méthodes utilisées dans la gestion, les méthodes utilisées dans la communication à l'UDPS, moi ça me met un peu mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise. Les tandems Kabound et Kabouya, dans la façon de faire, je diverge avec eux sur beaucoup de choses. Mais sur cette déclaration-là, j'applaudis M. Jean-Marc Kabound. Mais je suis un peu dubitatif parce que je me rends compte que la déclaration de M. Jean-Marc Kabound rentre en contradiction avec une autre de ses déclarations tenues au mois de juin, je crois. Lorsque M. Kabound nous expliquait que les députés avaient besoin d'une bonne enveloppe, parce que les députés jouaient à la fois le rôle d'ambulance, des sapeurs-pompiers, des croque-morts. Ils doivent enterrer les gens dans leur base, ils doivent.
Jean-Marc Abound, à cette époque-là, il prêchait, non pas pour la réduction du train de vie des institutions, mais pour l'augmentation du train de vie des institutions. Il estimait que les députés devaient être mieux payés encore plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le même Jean-Marc Abound, qui hier faisait un discours allant dans le sens d'augmenter les trains de vie des institutions, revienne sur sa déclaration de l'année passée et prêche aujourd'hui pour la réduction des trains de vie des institutions? C'est là que je me pose des questions, et les vraies questions. Est-ce que l'homme a rencontré le Seigneur Jésus-Christ en chemin? Il a été convaincu par le Saint-Esprit pour passer du noir vers les blancs, pour passer de l'augmentation du train de vie des institutions vers la réduction? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une question de conviction politique? Est-ce que ce n'est pas une question de charme? Ce n'est pas une question de marketing? Je suis assez dubitatif. Tout en les saluant, je voudrais le voir dans les actions. Jean-Marc Abound est un dignitaire de l'actuel régime. L'UDPS est au pouvoir. L'UDPS est au pouvoir. Donc, au lieu de nous faire des proclamations, je propose plutôt qu'on aille dans le sens des actions. Parce que sinon, ça devient contradictoire entre les déclarations de quelqu'un qui voulait que le député puisse avoir un peu plus d'argent et celui qui revient aujourd'hui pour nous dire qu'il faut qu'on aille vers la réduction du train de vie des institutions. Vous savez, on dit qui a été mordu par un serpent a peur du lézard. Quand on sait que les déclarations viennent souvent de la part de nos hommes politiques, de la part de nos autorités, et que ces déclarations-là ne sont pas souvent accompagnées de faits, on est en droit de nous poser des questions sur ce que Jean-Marc Abound dit. Mon inquiétude et mes interrogations deviennent encore plus graves. Quand, rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, Jean-Marc Abound est allé construire ou inaugurer une école, et il nous a dit que cette école lui a coûté 350 000 $ américains. Où avait-il trouvé les 350 000 $ américains? Lui-même, il sait. Peut-être qu'il a pris un prêt à la banque. Mais j'ai cru entendre que l'argent provenait de ses émoluments. Si lui, Jean-Marc Abound, peut avoir 350 000 $ américains pour réhabiliter une école, ça veut dire que l'État, en principe, doit être riche pour rémunérer ses députés au point de leur permettre d'avoir des 350 000 $ américains sortis de leur propre poche pour aller réhabiliter ou construire une école. Et ils ont aussi le courage de nous dire le montant. Est-ce qu'il n'a pas d'abord attendu profiter de la croissance du train de vie des institutions? Maintenant qu'il s'est construit un matelas, il dit il faut qu'on revienne. Je me pose des questions, je ne confirme rien, je suis en train de me poser des questions. Je rappelle, écrit c'est sur le fond. Bravo, M. Kabound. Nous tous, nous sommes convaincus qu'il faut changer de dialectique, qu'il faut changer de direction. Il faut absolument arriver à la réduction du train de vie des institutions. La manière dont notre enveloppe budgétaire est répartie est inadéquate. On ne peut pas s'expliquer dans un pays qui a autant de problèmes. Nous avons des problèmes. Lisez le rapport sur l'état des sièges. Le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, quand vous lisez les rapports, il se plaint notamment des problèmes de logistique, il se plaint des problèmes d'effectifs. Dans un pays pratiquement en guerre, où nous avons l'état des sièges, on ne peut donc pas prendre une grande partie de notre budget et réserver ça au fonctionnement du train de vie des institutions. Non, il faut qu'on change les choses. Donc je suis d'accord avec M. Kabound quand il appelle à la réduction du train de vie des institutions. Mais encore faut-il savoir, est-ce que c'est une question de conviction, c'est une question de communication ou c'est une question de charme? Ils ont la majorité au Parlement parce qu'ils sont de l'Union sacrée. Moi, je vais juger Jean-Marc Abound à la fin lorsque le budget sera adopté à l'Assemblée nationale. Ceci démontrera la volonté ou non de nos amis de l'Union sacrée de changer les choses. Si le budget est adopté en l'état, ça veut dire que la prise de position de M. Kabound n'était qu'une opération de charme ou une opération de communication. Mais si ils arrivent avec leur majorité à changer les choses, à réduire vraiment les trains de vie des institutions, on viendra ici pour les applaudir. On viendra ici pour les applaudir. Donc, on prend notre mal en patience, on attend que l'Assemblée nationale examine le projet de budget, que la Chambre basse du Parlement adopte les budgets, et on viendra ici pour faire l'équilibrage, pour voir qu'est-ce qui a été touché
qu'est-ce qui a été changé et qu'est-ce qui n'a pas été changé. Et en termes de ça, on se fera une idée exacte de ce qui doit être dit et de ce qui doit être fait. Donc, je me résume par rapport à ces budgets. Il faut donc saluer le Premier ministre et son gouvernement pour avoir déposé le budget à l'heure. Il faut les saluer pour avoir amené un budget en plein Covid en augmentation, donc un budget en croissance. Il y a un accroissement de 41,8%. Il faut saluer aussi le fait qu'ils ont été clairs, qu'ils ont donné des assurances sur la question des élections. Nous avons eu des assurances que nous aurons bel et bien des élections en 2023 et que le budget prévoyait une bonne part aussi pour les opérations liées aux élections. Et je suis revenu sur le propos de Kabound. Je suis d'accord avec lui sur le fond, mais j'attends. Je suis impatient de voir si sa majorité va passer aux actions. Ils ont la majorité, s'ils ont vraiment la volonté d'obtenir la réduction du train de vie des institutions, ils pourront donc le faire et ça arrangera tout le monde. Ça va arranger tout le monde. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voulais quand même un peu commenter cette affaire des budgets de l'État. Je reviendrai demain pour parler d'une autre question importante qui me tient à cœur. C'est la question ou la situation dans la province du Congo central. Vous savez que le procureur, près le Conseil d'État, ou pas le procureur, le Conseil d'État a rendu un arrêt pour sommer le ministre de l'Intérieur de réhabiliter, ou plutôt de revenir sur sa décision d'intérim. J'ai vu que les proches de M. Atou Matubwana se sont réjouis. Ils applaudissent la décision en disant qu'Atou Matubwana a été réhabilité. Les amis, comment peut-on réhabiliter M. Atou Matubwana sur qui pèsent des soupçons énormes? Ici, je voudrais lancer un appel à l'UDPS. Je voudrais lancer un appel au régime. Le Congo central est une province très sensible. Posez la question à Kabila qui a fait beaucoup dans cette province-là. La preuve, elle est là, la nationale numéro 1, Kinshasa Matadi. Les gens dormaient ici en route, ils faisaient des semaines. Kabila est arrivé, il a construit. Il est allé là-bas en posture de beau-frère. Olive Lembe est d'origine là-bas, mais il n'a pas été élu. L'UDPS doit faire très attention pour ne pas amener les Bas-Congo à haïr le président de la République et à lui tourner le dos. Atou Matubwana, à mon point de vue, est un gage que le Congo central tournera le dos au président de la République. Si par malheur, il arrivait que M. Atou Matubwana soit réhabilité, on s'accroche sur la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a fait qu'interpréter ou n'a fait que tabler sur une question d'administration. Le Conseil d'État ne dit pas qu'Atou Matubwana est gouverneur. Le Conseil d'État parle de la question de l'intérim qu'a lancé monsieur. Mais attendez, les amis. Monsieur Matubwana, au mois de décembre 2019, je crois que c'était le 4 décembre, monsieur Matubwana est déchu par l'Assemblée provinciale du Congo central. On lui donne 48 heures pour qu'il démissionne. Monsieur ne démissionne pas. Il reste des grés et des forces comme gouverneur contre la déchéance. Au mois de mai, l'Assemblée provinciale saisit en interprétation le cours constitutionnel sur la question de M. Atou Matubwana. La Cour constitutionnelle va tabler et va rendre un arrêt pour confirmer que M. Matubwana a été déchu. Les gens disent que c'était un arrêt d'interprétation. Non. Un arrêt de la Cour constitutionnelle est un arrêt qu'on doit respecter. La Cour confirme ça. Atou Matubwana est sous le coup d'une procédure judiciaire au niveau de la Cour de cassation pour un supposé détournement de 22 milliards de francs congolais, soit 11 millions de dollars américains. 11 millions de dollars américains. C'est un rapport accablant de l'IGF. Accablant de l'IGF qui attaque Atou Matubwana. Et c'est sur base de ce rapport-là que la Cour de cassation s'est saisie de l'affaire. Il y a même un mandat de comparution qu'on avait donné à Atou Matubwana. Il n'a jamais comparu là-bas. Les rumeurs l'ont annoncé en fuite. On dit qu'il est toujours à Kinshasa. On ne comprend rien. Atou Matubwana est là gouverneur. Posez la question au Congo central.
allez à Matadi, allez à Boma, allez à Tchela, allez à Lukula, vous allez vous rendre compte de l'inactivité de cet homme, de l'immobilisme de ces gouverneurs. Pour le Congo central, ramener à Toumatouboana, c'est comme si on était en train de jurer la province. Et ça ne va pas aider le président de la République. Ça ne va pas aider l'UDPS dans une province aussi sensible que la province du Congo central. Le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, a décidé d'ordonner au ministre de l'Intérieur d'écrire pour assurer l'intérim. Et le vice-premier ministre a écrit pour que l'intérim soit assuré là-bas. Et aujourd'hui, on vient nous dire que cet homme-là, sur qui pèsent toutes ces charges-là, doit rentrer au Congo central comme gouverneur. Non. Des peu aimons un peu ce pays. La politique ne doit pas prendre le pas tout le temps sur la raison. La politique ne doit pas prendre le pas tout le temps sur le droit. Non. Atou Matouboana comme gouverneur du Congo central, le ramener là-bas, c'est faire de la très mauvaise campagne pour le président de la République, faire de la très mauvaise campagne pour l'UDPS. Ah, si ça n'a pas ramené la Cour de cassation, on reviendra sur ça. Attends, je viens de dépasser la 30aine de minutes. Je reviens demain sur les dossiers de M. Atou Matouboana. Merci à vous de nous avoir suivis, les amis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.